Bonjour, aujourd'hui on est en économie en classe de terminale STMG et nous allons travailler sur le chapitre 3, les politiques économiques. Donc en termes de programme, il s'agit du thème 6, comment l'État peut-il intervenir dans l'économie? Il s'agit du thème 6.3, les politiques économiques, et en termes de notions, nous allons voir les fluctuations, les cycles économiques, expansion, récession, dépression, crise, la politique contracyclique, la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique de la concurrence, la politique monétaire européenne, les politiques budgétaires de relance ou de stabilisation et les critères européens de déficit public. Bien, donc pour voir tous ces thèmes, toutes ces notions, nous allons suivre un plan en 4 parties. Donc tout d'abord, présenter les objectifs des politiques économiques, puis les instruments de la politique conjoncturelle. En 3, nous allons décrire l'évolution du rôle des États dans le cadre européen et enfin décrire les politiques structurelles dans un cadre européen. Bien, donc nous allons commencer tout d'abord par les objectifs des politiques économiques. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est une politique économique. Alors, une politique économique désigne l'ensemble des décisions prises par les pouvoirs publics, c'est-à-dire État, collectivités, banques centrales, afin d'atteindre, grâce à l'utilisation de divers instruments, certains objectifs économiques, en termes par exemple de croissance, d'emploi, de justice sociale, etc. La politique économique exprime ainsi les choix et les modalités d'action mises en œuvre par un État. Maintenant, nous allons voir les différents horizons des politiques économique, c'est-à-dire à quel moment on est sur du court terme, du moyen terme ou du long terme. Habituellement, on distingue deux types de politiques économiques suivant leurs horizons et leurs objectifs. Tout d'abord, les politiques conjoncturelles. Une politique conjoncturelle désigne l'action de l'État à court terme visant à corriger les déséquilibres macroéconomiques, comme le ralentissement de la croissance, le chômage, la hausse des prix, le déséquilibre des échanges extérieurs. En effet, l'analyse de l'activité économique a permis d'observer que la croissance n'est pas un phénomène stable, mais que l'activité connaît des fluctuations et suit des cycles. C'est comme ça qu'on distingue des phases d'expansion, des phases de crise, des phases de récession, c'est-à-dire de ralentissement de la production, et des phases de dépression, c'est-à-dire de diminution de l'activité économique. Donc les politiques conjoncturelles sont dites politiques contracycliques. Elles visent à lisser les fluctuations de l'activité économique pour assurer une croissance régulière en menant deux types de politiques, des politiques de relance ou des politiques de rigueur. Les politiques de relance sont menées en cas de ralentissement de l'activité et elles poursuivent un objectif de stimulation de la croissance et de lutte contre le chômage. Par contre, les politiques de rigueur ou politiques d'austérité sont mises en place en cas de surchauffe de l'économie pouvant entraîner de l'inflation, et l'inflation a pour effet de diminuer le pouvoir d'achat des agents, ou alors d'une politique visant à la maîtrise de l'équilibre des finances publiques par la limitation des déficits publics. Donc un exemple de politique de relance, on peut... quand on baisse l'impôt sur le revenu pour soutenir, ça permet de soutenir la consommation des ménages, puisque le revenu disponible des ménages sera plus élevé, donc les ménages auront les moyens de consommer plus. Et un exemple de politique de rigueur, ce sera par exemple la rigueur budgétaire mise en place par la réduction des dépenses de l'État. Donc, par exemple, il n'y aura pas, on va revoir le montant des prestations sociales, enfin c'est ce type de mesures. Bien. Maintenant, concernant les politiques structurelles, donc on a vu les politiques conjoncturelles qui sont à court terme, maintenant on va voir les politiques structurelles. Les politiques structurelles visent à agir sur l'économie à moyen et long terme. Il s'agit de mettre en place les conditions favorables à la croissance de long terme en améliorant le fonctionnement des marchés et la compétitivité. Alors, ces politiques conjoncturelles se déclinent en diverses politiques. Ce sera une politique industrielle, une politique d'aménagement du territoire, de recherche et développement, de l'environnement, de l'emploi ou de la concurrence, etc. Maintenant, quels sont les instruments de la politique conjoncturelle? Alors, la politique conjoncturelle, elle peut soit être une politique de demande ou une politique d'offre. Donc la politique budgétaire désigne l'action des pouvoirs publics à l'aide du budget de l'État.
c'est-à-dire que l'État va mobiliser des dépenses publiques et la fiscalité. Donc cette politique budgétaire peut être orientée vers la relance par la demande, par le déficit budgétaire ou au contraire vers l'assainissement de l'économie par le désendettement de l'État en réduisant par exemple les dépenses publiques et en adoptant une certaine rigueur budgétaire. Alors, grâce à la mobilisation de son budget, l'État peut agir sur l'activité économique. Quand l'État met en place une politique d'offres qui vise à soutenir l'activité productive des entreprises, par exemple, cela se matérialise en limitant les freins fiscaux et réglementaires qui entravent le développement des entreprises, notamment en réduisant les prélèvements qui pèsent sur leur activité, c'est-à-dire les impôts, les taxes et les charges sociales. Alors, la baisse des cotisations est par exemple une arme régulièrement utilisée pour réduire le coût du travail et soutenir les entreprises. Maintenant, les politiques de demande, donc la hausse de certaines dépenses publiques comme la rémunération des fonctionnaires, les dépenses d'investissement dans des infrastructures ou la baisse de la fiscalité, c'est-à-dire la réduction de l'impôt sur le revenu pour les ménages ou les remises d'impôts pour les entreprises, cela permet de stimuler l'activité économique à court terme en favorisant la demande des agents économiques qui disposent de davantage de ressources à mobiliser dans la consommation ou l'investissement. Maintenant, la politique monétaire. La politique monétaire regroupe l'ensemble des mesures par lesquelles les banques centrales agissent sur l'offre de monnaie et ainsi sur les conditions de financement de l'économie. Mais attention, depuis le 1er janvier 1999, c'est la Banque centrale européenne, c'est-à-dire la BCE, qui est responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro qui regroupe aujourd'hui 19 États membres. Les objectifs de la BCE, donc de la Banque centrale européenne, quand elle met en place sa politique monétaire, elle a un objectif principal et un objectif secondaire. L'objectif principal, c'est la stabilité des prix. C'est l'article 127 du traité du fonctionnement de l'Union européenne. Alors, cette stabilité des prix est nécessaire au développement économique. Donc, en fait, il y a une cible d'inflation qui est visée. Le taux d'inflation doit être inférieur, mais proche de 2% à moyen terme. En effet, le contrôle de la monnaie en circulation est nécessaire pour que celle-ci soit suffisante, pour que les agents réalisent leurs opérations économiques quotidiennes. Il faut savoir qu'un crédit peu cher est favorable à la consommation et à l'investissement. Mais en même temps, la BCE doit contrôler la monnaie en circulation pour ne pas générer d'inflation. Et cette inflation est nuisible à l'économie puisqu'elle est nuisible au pouvoir d'achat des agents économiques. Maintenant, l'objectif secondaire. L'objectif secondaire, c'est apporter un soutien aux politiques économiques générales de l'Union européenne pour soutenir l'activité économique. Et donc, pour atteindre ces deux objectifs, donc l'objectif principal de stabilité des prix et secondaire de soutien à l'activité économique, la Banque centrale européenne utilise le taux directeur de la BCE, c'est-à-dire c'est le principal outil de la politique monétaire. Donc, il faut savoir que les banques centrales peuvent faire varier le niveau de leur taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel les banques commerciales empruntent de la monnaie centrale à la BCE pour pouvoir à leur tour distribuer des crédits à leurs consommateurs, d'accord? Et ce taux influence le coût du crédit en le rendant plus ou moins cher. Je m'explique. Si le coût du crédit, c'est-à-dire si quand la banque commerciale emprunte à la banque centrale à un taux qui est élevé, le taux qu'elle va administrer à ses clients sera élevé. Alors que si le taux auquel elle emprunte la monnaie centrale à BCE est faible, elle pourra proposer à ses clients des crédits avec un coût moins élevé. Donc en fait, le taux directeur de la Banque centrale, c'est ce qui sert de base au calcul du coût du crédit qui seront octroyés aux clients des banques commerciales. Bien. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour bien comprendre comment l'influence du taux directeur. Donc, si la Banque centrale européenne diminue son taux,
Cela veut dire qu'elle veut favoriser les crédits qui seront accordés aux ménages et aux entreprises. Donc cela va permettre de relancer la consommation et les investissements. Maintenant, si la BCE augmente son taux, ça veut dire que le coût du crédit sera plus élevé pour les ménages et les entreprises, c'est qu'il y a un risque d'inflation, c'est-à-dire qu'il y a trop d'argent qui circule, les prix augmentent trop rapidement et qu'elle souhaite contrôler la situation. Donc en augmentant le taux, il y aura une diminution des crédits accordés aux ménages et aux entreprises et donc il y aura moins de circulation de la monnaie et donc cela aura un impact sur l'inflation qui sera limitée.